y aura peut-être un délai aussi. Ouais. Rebonsoir tout le monde, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que quelqu'un peut dire si le son est horrible pour Anatole ou si ça va? Voilà, donc là, Romain a changé, il me fait passer par son micro de Discord. Ça. Ok, je suis sur le live. Romain, tu m'entends toi? Si j'augmente comme ça, est-ce que ça va mieux? Oui, c'est mieux, forcément, c'est mieux. C'est mieux que pas de son. C'est mieux que pas de son? Bon, on peut essayer comme ça, ou sinon on fait un autre genre avec bon. Le son avec les bons réglages, comme tu veux, Romain. Écoutez, moi, allons-y parce que j'avais promis ce live. Allez, allons-y. Moi, je vous propose d'y aller. Je suis vraiment désolé pour tous les soucis techniques. Hop. Alors, j'ai pas les messages sur Twitch dans Librecast. Je relance le chat. Attends un instant. On va avoir 50 000 messages sur YouTube. Non, il n'y a rien. Ok, bon. Ça, je verrai après. Du coup... Non, il est frisé. Non, je pense que c'est bon. Je pense que c'est juste qu'il ne bouge pas. Je suis juste concentré. Ok. Je vous propose à ce moment-là de commencer ce live, malheureusement un peu trop laborieux. Je suis vraiment désolé pour ces soucis. Le programme que je vous proposais, disais-je. Ah, Anatole, et l'image est trop basse. Anatole, je vais te monter. Le programme que je proposais, c'était de parler rapidement des actualités cyber. Je vais modifier ça. Attendez un instant. C'était de... On va parler rapidement des actualités cyber et après on va parler avec Anatole. Et alors le problème c'est que moi j'ai pas trop la légitimité pour parler d'environnement. Donc on va parler un peu des risques qui posent, qui planent sur l'informatique, sur le numérique via l'environnement. Donc comment le numérique, lui, fait peser des risques sur l'environnement, mais du coup vu qu'il y a des risques sur l'environnement, est-ce qu'il n'y a pas des limites, est-ce qu'il n'y a pas des risques sur le numérique lui-même? Et c'est un peu cet angle-là qu'on va essayer d'avoir, parce que sinon on parle pas de cyber. Sans plus attendre, hop. Normalement, vous devez tous voir mon écran avec Anatole, qui cache peut-être un tout petit peu l'écran. Je le bouge dans un instant. Mais on va commencer comme ça, parce qu'on a déjà perdu un peu de temps, donc je vous propose de faire ça. Anatole, n'hésite pas à réagir à certaines actualités. Alors, rapidement, sur les nouvelles cette semaine. Alors, ça n'a pas l'air vu cette slide, mais en fait, c'était relativement tranquille cette semaine. On a eu, il y a une semaine, des fibres en France qui ont été sabotées. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? C'est que en région parisienne, il y a divers faisceaux de fibres de tous les opérateurs qui partent vers les régions. Et en fait, ces fibres ont été attaquées. Et c'est l'attaque la plus vieille du monde. Aïe. C'est l'attaque la plus vieille du monde qui consistait tout simplement à couper certaines fibres avec un sécateur, avec un outil. Et clairement, les images, si vous les avez vues, les images, en fait, on voit que la fibre, elle n'a pas juste été coupée comme ça, elle a vraiment été coupée à deux endroits. Donc elle est vraiment difficile à ressouder, à remettre en place. Elle a été couplée vraiment nette avec un outil spécial pour, donc c'est pour ça qu'on parle de sabotage, c'est pour ça que la piste qui est privilégiée, c'est celle du sabotage, parce que c'est clairement quelqu'un qui savait ce qu'il faisait, qui l'a fait. Aussi, il a coupé que les fibres, il n'a pas coupé de câbles d'alimentation. Parfois, il y a des tensions qui sont importantes, de ce que j'ai lu. Donc, la personne qui a coupé ces câbles-là savait clairement ce qu'il faisait. C'est un peu l'attaque la plus classique du monde, et ça rappelle que on peut parler cybersécurité, on peut parler cloud, on peut parler de plein de choses très compliquées, mais en fait, si on coupe des câbles, on est un peu embêté.
Alors après, l'impact, il est limité parce que Internet est fait pour être un réseau fortement maillé, c'est-à-dire que s'il y a un endroit qui est coupé, eh bien, il y a un autre qui prend le relais, et à ce moment-là, Internet continue à passer. Donc l'impact reste limité. L'opérateur qui a été coupé a su s'adapter. Petite question, Romain. Le câble, il était à l'air libre? Non, le câble, il est enterré. Là aussi, c'est quelqu'un qui savait ce qu'il faisait, c'est que le câble, il est enterré dans des armoires souterraines, dans des gaines métalliques. Donc clairement, la personne qui a fait ça, on a eu des cas de sabotage, par exemple, d'antenne 4G. L'antenne 4G, c'est facile de la repérer. C'est facile, il suffit de se balader, de lever les yeux et on la voit, quoi. Dans le cas du câble, c'est un peu plus compliqué. Donc là, pour le coup, c'était quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. Pour la suite des actualités, je vous parle très rapidement du reste des actualités. Il y a eu une vulnérabilité dans VirusTotal. Alors VirusTotal, qu'est-ce que c'est? C'est un service bien connu des experts en cybersécurité. En gros, vous déposez un fichier et il va vous scanner le fichier. Et en fait, c'est un agrégateur d'antivirus. Donc en gros, il y a 75, je crois, antivirus différents qui vont tous scanner le fichier et ils vont vous dire s'ils ont détecté quelque chose ou pas. Autour de ça, il y a différents services. Vous pouvez parfois juste mettre un hash de fichier, c'est-à-dire une empreinte de fichier, pas forcément mettre le fichier lui-même. Et il va vous faire des analyses comme ça. Vous pouvez mettre une URL. C'est un outil qui est très puissant, très complet. Et notamment, il y a un certain nombre d'outils d'analyse dynamique, c'est-à-dire qu'on met le fichier dans un ordinateur virtuel. L'ordinateur virtuel l'exécute, et il y a un ordinateur virtuel par antivirus, et ils vous disent le résultat. Et là, en fait, c'est ces ordinateurs virtuels qui étaient vulnérables à une attaque, qui fait qu'un attaquant pouvait exécuter du code sur certains des ordinateurs des fabricants d'antivirus. Donc c'est pas le service lui-même, mais c'est certains antivirus, certains fournisseurs d'antivirus qui étaient vulnérables. C'est hyper intéressant comme vulnérabilité parce que ça permet éventuellement de collecter des informations, du renseignement sur ces antivirus. Sur un autre sujet, une petite nouvelle qui est que potentiellement on pourrait avoir Python dans les navigateurs web. C'est une petite nouvelle assez marrante parce que jusqu'ici c'était exclusivement réservé à JavaScript. Python permet de se passer de JavaScript peut-être dans le futur. Mais ça va avoir forcément des implications importantes pour la cybersécurité. La première implication étant que, à mon sens, en fait, dans la phase de déploiement, à voir comment les navigateurs vont le faire, mais en fait, s'ils font tout d'un coup, eh bien, c'est-à-dire qu'on aura potentiellement beaucoup de surface d'attaque pour trouver des nouvelles vulnérabilités avec Python qu'on ne connaît pas encore avec JavaScript. Et donc ça va potentiellement être un peu un Far West, un peu un champ nouveau pour des vulnérabilités. Ça va être assez intéressant. Après, ça va pas non plus être terrible parce que Python dans le navigateur, en fait, les vulnérabilités sur le web, c'est souvent comment récupérer un accès à notre navigateur. Donc en fait, qu'on arrive à exécuter du JavaScript ou du Python, dans tous les cas, ça change rien. La vulnérabilité en elle-même, c'est d'arriver à accéder à notre navigateur. Donc ça, je pense pas qu'il y aura des nouvelles classes de vulnérabilité en plus, mais disons qu'on pourrait avoir une nouvelle gamme de zero day ou d'attaques comme ça, très très impressionnantes. Mais très rare. Et très bien connu. Ensuite, une petite annonce de la part de notre gouvernement, ou en tout cas des institutions, qui disent on pourrait avoir une identité numérique sur une application web, une application mobile. Ça permettrait de se passer de la carte d'identité. On en pense qu'on veut, on peut débattre. Anatole, si tu as une idée sur le sujet. Moi, comme tout ce qui est usage numérique de l'État, je suis un peu méfiant, personnellement. La première raison, c'est que c'est numérique, donc ça peut se pirater plus facilement qu'une carte. J'avais fait une vidéo sur le vote, mais en fait c'est un peu la même idée. C'est que si vous avez un vote papier, c'est plus difficile à pirater qu'un vote numérique.
Ensuite, l'autre problème, c'est que ça risque d'exclure tous les gens qui ont du mal avec le numérique, notamment les populations les plus âgées. Voilà pour ce sujet. Des petites anecdotes un peu plus légères peut-être. Attends, juste le dernier sujet en main. Ouais. Ça serait pour une mise en place en quelle année? Enfin, à partir de quand? Alors, je n'ai pas l'info. Comptez Qu'on traiter assez rapidement cette info. J'ai pas l'info. Okay. Ça a été... je sais pas quel est le degré de certitude sur le fait que ça va se faire forcément. Okay. Mais... Donc j'ai pas l'info. Si quelqu'un dans le chat là, qui n'hésite pas à nous la partager. Très rapidement des petites infos. On sait que le débat sur l'union potentielle de Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise en vue des élections législatives, ça a été fait, ça a été négocié sur Framapad. Donc encore merci à tous les collègues de Framasoft qui mettent à disposition des infrastructures qui permettent de se passer des vilains GAFAM qui veulent récupérer nos données. Donc big up à Framapad et Framasoft de manière générale. Ensuite, je viens de voir comme quoi il y a eu un code de la cybersécurité, comme un livre édité chez Dalloz qui chercherait un peu à être l'équivalent, un mélange entre le code de la route et le code pénal pour le code civil pour la cybersécurité. Donc ce sera assez intéressant de regarder ça le jour où il sort, le jour où on y a accès. Voilà pour les petites actus. Je vous embête pas plus avec ça. Ça dit ce qui est illégal à faire et ce qui ne l'est pas. Je pense que c'est un recueil de bonnes pratiques et de ce qui est légal. C'est genre une compilation de... Parce que si tu veux, ça n'a pas été fait par des législateurs. C'est un agrégat de, en gros, je pense, tout ce qui va être différents textes, RGPD, etc. RGPD, loi de programmation militaire, code pénal, c'est dans le code pénal qu'on a les infractions liées au hacking, et code civil. Voilà, sans plus attendre, je vous propose de passer à la deuxième partie de notre... Hop là, j'ai perdu ma fenêtre, attendez un instant. Oui, à la deuxième partie de notre entretien, et de parler avec Anatole. Anatole, j'aurais dû te présenter tout à l'heure. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, malgré toutes ces déboires? Oui, bien sûr. Alors, j'espère que le micro marche et que tout est OK. Moi, je suis ingénieur de formation et j'étais en mathématiques appliquées. Et après mes études, je me suis dit, bon, j'ai envie de bosser en environnement. Et j'ai créé une chaîne YouTube de vulgarisation qui s'appelle Chez Anatole. Donc pour l'instant, ça s'appelle Chez Anatole parce que j'ai pas envie de mettre environnement dans le titre parce que ça pourrait devenir une chaîne de vulgarisation scientifique sur d'autres domaines aussi, plus tard, donc on verra, dans tous les domaines de mathématiques appliquées. Mais donc voilà, là ça fait 1 an et demi que j'ai la chaîne. Et donc si vous voulez vous informer sur les rapports du GIEC, mais que c'est beaucoup trop long à lire, on n'a pas tout le temps, et bien je vous fais pour chaque rapport du GIEC une vidéo de 10-15 minutes où on explique tout avec les graphiques du GIEC, etc. Si vous voulez vous informer sur la COP26, sur la crise de la biodiversité, il y a des vidéos aussi là-dessus. Et donc voilà, je publie tous les 10 jours, 2 semaines à peu près. Là, la prochaine vidéo, ce sera sur l'écologie dans la pop culture. Donc on va parler un peu d'Orelsan, de Stromae, d'Angèle, comment ils en parlent. Après, on va parler des jeux vidéo, on va parler des films, donc le code bien sûr, de Miyazaki, etc. Donc parfois c'est de la vulgarisation scientifique, quasiment tout le temps même. Et là je me suis fait un petit plaisir pour la prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs. Parce que ça pourrait vous plaire. Et à l'issue de cet entretien, de ce live, je pense aussi que je préparerai une vidéo sur l'impact du numérique. Alors normalement il y a... Ah super, j'avais peur que ça marche pas. Il y a un certain nombre comment dire, il y a un certain nombre de commandes qui sont disponibles. C'est pas Nightbot, c'est un bot que j'ai moi-même créé. Ah, je pense que je viens de freeze. Est-ce que normalement, si vous écrivez invité dans le chat,
vous devez avoir des bots qui vous répondent. Et vous avez le lien vers la chaîne YouTube d'Anatole. Excellent. Ouais, merci. Voilà, donc là tout le monde a le lien. Ça, je voulais le partager tout à l'heure. Comme vous pouvez voir, c'est pas du Nightbot, c'est pas du, je sais pas comment on appelle ça. Il y a plusieurs services de bots qui font ça. C'est entièrement recodé maison et c'est LibreCast. Et j'en profite, Anatole, est-ce que tu veux qu'on, alors moi j'ai plein de questions à te poser. Est-ce que tu veux qu'on commence par poser peut-être des questions au chat? Bien sûr, ouais. On a préparé des petites questions, des petits QCM sur l'impact du numérique en général. C'est très large. Et après, je sais pas exactement. Bon, ça, c'est Romain qui dit comment on fait. Je crois que pour voter sur LibreCast direct dans les commentaires. Mais ouais, quelques petites questions pour savoir, pour connaître un peu les ordres de grandeur autour du numérique, quoi. Alors, je lance la question. Je vais vous montrer tout de suite à l'écran. Moi, je vais regarder sur mon téléphone live. Vous verrez que moi. Hop. Là, vous pouvez voir à l'écran. Anatole a disparu. Vous pouvez voir à l'écran. Est-ce que... On parle de bot. Oui. Vous pouvez voir à l'écran. Je vous propose 4 solutions. La question, c'est quel est le pourcentage des émissions mondiales qui est représenté par le numérique. Et alors, vous pouvez voter en mettant dans le chat hashtag A, B ou C. Donc, est-ce que vous pensez que c'est 17,2%? Est-ce que vous pensez que c'est 8,5%? Est-ce que vous pensez que c'est 3,7%? Ou 0,6%? N'hésitez pas à participer dans le chat. Je vois qu'il y a un minimum 2 personnes dans le chat sur YouTube. Il y a Lavi. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Lavi. Pour tous ceux qui sont sur YouTube, je ne sais pas si vous connaissez Lavi. Lavi, c'est, je sais pas, Tom, tu me corriges, c'est la mascotte de l'émission Qu'est-ce que tu geeks? Qu'est-ce que tu geeks, qui est une émission qui sur Twitch, qui cherche à parler, à sensibiliser, à vulgariser l'informatique, et que je vous recommande fortement de suivre. Elle est dans, vous pouvez retrouver la chaîne YouTube dans les chaînes recommandées sur YouTube, et évidemment vous pouvez les retrouver sur Twitch. Alors on a 2 réponses C. 2 bonnes réponses quand même. La vie est en train de nous troller sévère. Alors, du coup, je vois pas trop le chat là, je suis un petit peu. Ouais, alors le chat, il faut que je. Le chat est un peu en PLS sur. On va changer. Hop, l'overlay, comme ça vous pouvez tous voir. Ah mais ça spoil, ça spoil. Hop, je remets cette overlay. Ok, là, Anatole, tu peux peut-être présenter la réponse? Ouais, donc après c'est des... Donc c'est déjà 3,7%, c'est en ordre de grandeur ce que représente le numérique dans les émissions mondiales. Et il faut bien voir que, bon, en fonction, il y a plusieurs études là-dessus, donc il y en a qui disent 2,8, il y en a qui disent 4%. Bon, ce qu'il faut retenir en ordre de grandeur, c'est 3-4%, quoi. Et donc, il faut vraiment regarder, c'est que pour le numérique, donc quand on fait le bilan carbone de tout le numérique au niveau mondial, on voit que c'est 4%, mais ce n'est qu'une photo à l'instant T. Donc, c'est très différent quand on regarde maintenant le pourcentage ça va représenter dans les prochaines années. Ouais, pardon. Non, j'ai rien dit. Ok, c'est bon. Et donc, quand on regarde les émissions mondiales annuelles, le numérique, ça augmente pour l'instant, les émissions augmentent de 6% par an. Donc 6% de plus chaque année. Alors je sais que si on a quelque chose qui augmente de 7% par an, et ben ça double en 7 ans. Donc là, voilà, 6% par an, ça va doubler dans une dizaine d'années, quoi. Donc si on continue comme ça, bien sûr, on va voir s'il y a des changements qui vont intervenir. Donc voilà, il faut bien voir que pour l'instant,
peut dire que c'est pas grand-chose, mais c'est déjà quelque chose, 4%, 3,7%. Et en plus, ce n'est qu'une photo à l'instant T. C'est vraiment, on regarde dans tous les secteurs, les émissions sont, on va dire, à peu près stables. Et dans le numérique, c'est vraiment le secteur où ça part complètement dans le ciel, quoi, les émissions pour l'instant. Donc c'est assez bas, mais la dérivée est énorme. Et ça va évoluer. Parce que, ouais. Parce que du coup, qu'est-ce qui est le facteur qui font... j'ai vu que tu avais mis une petite question sur que normalement vous pouvez voir sur l'écran, sur le trafic internet. Parce que du coup, Oui. là tu parles de trafic. Là jusqu'ici on parlait donc n'hésitez... Alors, j'ai commencé plusieurs phrases à la fois. Je vais y arriver. N'hésitez pas d'abord à répondre à cette question. Pareil, vous pouvez mettre A, B, C ou D. Du coup, Anatole, moi la question que j'ai envie de te poser, c'est dans cette question que tu m'as envoyée pour préparer le live, tu parles de trafic internet. Ouais. Là, juste avant, tu parlais de consommation globale. En gros, c'est quoi ce qui me consomme le plus? Attends, le trafic internet Alors, attends. Donc, il y a plusieurs choses. Donc. D'abord, ce qu'on regarde, c'est le trafic internet. Donc là, c'est la prochaine question. Je ne vais pas vous spoiler sur le résultat. Tu l'as affiché, c'est ça? Moi, je vois pas le live. Ouais, je l'ai affiché. On voit qu'il y a une personne qui... Trafic internet, les objets connectés, les streams. On va parler de la 5G, on va parler des crypto-monnaies, on va voir tous les nouveaux usages qu'il y a autour d'Internet. Ben, ça demande énormément d'énergie. La construction de tous ces objets, ça demande de l'énergie. Et après, cette énergie, on va voir d'où elle provient. Est-ce que c'est des ressources fossiles? Est-ce que c'est des énergies renouvelables? Et à partir de là, on va faire un constat sur les émissions. Les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, il y a plusieurs gaz à effet de serre. Le principal, c'est le CO2, il y a le méthane, il y a le protoxyde d'azote. Donc, pour chaque secteur, on regarde tous les gaz à effet de serre qui sont émis. Et ensuite, on les convertit tous en CO2 pour avoir des résultats en CO2 équivalents. Donc, ce que je dis souvent, c'est quand vous avez des yens, des dollars, des euros, que vous voulez savoir combien vous avez d'argent en tout, vous convertissez tout en euros. Ben là, c'est pareil, si vous faites des émissions dans plusieurs secteurs, vous voulez votre bilan carbone, soit d'entreprise, soit un bilan carbone personnel, soit on regarde les émissions au niveau mondial, et bien pour un secteur, on regarde les émissions de CO2, de méthane, de protoxyde d'azote, de gaz fluoré, etc. Et on convertit tout en CO2 équivalent. Voilà, c'est à peu près, j'espère que ça répond à ta question. Ça répond tout à fait à ma question. Et en fait, la question qu'il y aura derrière, c'est... là, tu parlais des différents gaz, comment ils se répartissent. Comment les différentes parties, comment les différents centres de pollution dans le numérique aussi, et c'est peut-être ça aussi dont tu voulais parler. Comment les différentes phases comment les différents usages du numérique. Je pense typiquement, on parle beaucoup de data center. Si vous avez déjà visité un data center, c'est assez impressionnant. Il y a tellement d'ordinateurs qu'un des gros problèmes, c'est le refroidissement. Et donc, souvent, on parle de puissances de calcul qui sont énormes. Et du coup, là, tu poses la question du trafic Internet. Est-ce que c'est le transport? Est-ce que c'est le stockage? Est-ce que c'est le calcul dans des data centers? Est-ce que c'est nos ordinateurs personnels qui sont responsables de la majorité de ces émissions? Donc on va voir ça. Donc là pour l'instant je fais juste des petites questions au départ là, sur le trafic internet, sur le nombre d'utilisateurs. Enfin, trafic internet c'est vraiment juste, on regarde le nombre d'utilisateurs, à quel point ça a augmenté dans les dernières années. Donc ça c'est la question. Je sais pas si tu veux donner les résultats. Bah vas-y, je t'en prie, c'est toi qui pilote la question. Ouais, moi je vois pas le live en fait, mais... Bah dès que tu me dis les résultats, je les affiche. Vas-y, tu peux afficher. Donc le trafic internet a quintuplé depuis 2015. J'imagine que c'est ça le... Ouais. Affiché, ouais. Et donc quintuplé, il faut faire attention. Donc c'est plus 400%. Et on pourrait croire que c'est plus 500%, mais non. Parce que quand on fait plus 100%, on double. Donc quand on fait plus 400%, on quintuple. Pour ajouter un petit 100% par rapport au plus 400% pour voir de combien ça a été multiplié. Et donc voilà, c'est exactement ce que je disais sur le dernier QCM. C'est que pour l'instant, certes, c'est 3,7% des émissions mondiales, mais c'est vraiment le secteur qui est en plein boom. Les usages changent, les objets changent complètement, alors que
bon, dans le bâtiment, oui, certes, on fait de la rénovation énergétique des bâtiments, il y a des nouveaux bâtiments qui sont construits, mais en gros, si je veux faire simple, une maison, ça ne change pas énormément, alors que les objets connectés, ils changent du tout au tout. Et de plus en plus de personnes ont accès à ces objets. Et donc, c'est pour ça qu'il faut bien prendre conscience que le trafic Internet a quintuplé depuis 2015. Ouais. J'en ai profité du coup parce que tu as parlé des objets, j'en ai profité pour passer à la question suivante qui est quel pourcentage de la consommation d'énergie finale du numérique concerne l'utilisation des objets. Peut-être est-ce que tu peux détailler cette question, Ouais. parce que en gros c'est quoi l'utilisation des objets, est-ce que tu prends en compte du coup les data centers, est-ce que c'est Bien sûr. où est-ce que tu Donc, mets la limite? Ouais, je vais détailler tout ça. Donc j'ai un graphique après. Je sais pas si tu veux que je partage mon écran ou tu veux partager le graphique que je t'avais envoyé avant le live pour répondre à cette question. Donc, Eh ben je veux bien que tu me le renvoies sur Discord et je vais le partager. alors donne-moi deux petites secondes. Et oui, c'est les inconvénients du live. Maintenant c'est pour toi. Je te l'envoie sur. Ça va me permettre en plus de mettre un autre écran et de montrer ta tête. Alors, n'hésitez pas de nouveau à répondre avec un hashtag A, B, C ou D. Ah, je t'ai envoyé sur Discord aussi. T'as bien reçu? Ouais. Ok, nice. Donc c'est la slide 12, si tu veux. Yes. Et donc en gros, donc je réponds là ou pas? Ouais. Bah alors attends, il y a combien de personnes ont voté? Une personne. Allons-y. Sur la question, c'est en France. Hein. Donc après, les ordres de grandeur sont à peu près les mêmes quand on parle de consommation d'énergie. Après, on va voir sur les gaz à effet de serre, ça dépend beaucoup des pays, puisque y a des pays où l'électricité est assez décarbonée, comme en France, même très décarbonée, et d'autres pays où c'est beaucoup plus au charbon, donc on va voir. Donc par exemple, si on va faire une petite comparaison entre la France et l'Australie aussi à un moment, normalement, et on va voir quel résultat diffère. Mais là, on parle vraiment de consommation d'énergie finale. Et je sais pas si tu as affiché du coup la petite slide pour donner. Je viens de l'afficher. Ok, super. Et donc on voit, en fait on fait une analyse, donc on appelle ça une analyse de cycle de vie. Donc on regarde toutes les émissions, par exemple d'un ordinateur. Ben, qu'est-ce qu'il faut pour produire un ordinateur, et tous ces objets pour produire un ordinateur, ça va demander énormément d'énergie. Et ensuite, l'ordinateur, une fois qu'il a été construit, on va l'utiliser. Donc là, ça va demander pas mal d'électricité pour l'utilisation. Ça va demander des réseaux, ça va demander des terminaux, des data centers. Et ensuite, après, cet ordinateur, il va falloir soit le recycler, soit il va être démantelé, soit jeté. Et donc, on regarde la somme des émissions. Et ensuite, on fait la répartition. Donc, orange et bleu, là, vous voyez. En bleu, tout ce qui est production. Et en orange, tout ce qui est utilisation. Et donc on voit que c'est à peu près 50-50 en France. Et donc on voit que c'est 45% pour la production, donc, ce qui est énorme. On a de plus en plus d'objets connectés avec les smartphones qui font un énorme boom ces dernières années. Et il y en a plein d'autres, en fait, toute l'IoT, plein d'objets qui rentrent sur le marché petit à petit. Et en fait, on n'y pense quasiment jamais. Quand on parle de l'impact du numérique, on a l'impression que c'est toujours l'utilisation. On parle énormément des mails, d'ailleurs, alors qu'on voit que c'est un pourcentage très faible. Et d'ailleurs, quand toute la partie utilisation, en fait, c'est vraiment les streams de vidéos. Après, c'est assez méta de le faire en live. Mais voilà, donc tout ce qui est production, on n'y pense pas, mais c'est assez énorme. Donc on va voir après dans les solutions possibles, c'est vraiment d'essayer d'acheter moins et si on achète, d'acheter de seconde main. Ça permet énormément de réduire ces émissions plutôt que juste 10 litres de 3 mai. En gros, tu nous dis que effacer nos mails, c'est du bullshit. Alors je dis pas ça, mais je dis il y a plein d'autres choses à faire qui sont bien plus efficaces. Ok. Ok.
tu veux partager d'autres slides juste pour... Ouais, tout à fait, j'allais te poser la question. Pour te rendre compte à quel point il y a un boom du numérique. Ouais, tu pensais à quel slide? Tiens, là, 5 à 9, rapidement, là, tu vois. 5 à 9. Yes. Juste pour avoir, voilà, des petits... Je vais projeter, hop. Là, t'es à la 5, c'est ça? Ouais. Ok, donc la slide 5, qu'est-ce qu'on voit? C'est ce que je vous disais, c'est... on prend le trafic internet, l'énergie des data centers en vert et on le met en base 100 en 2015 et on regarde maintenant ce qui s'est passé jusqu'à 2021. Et donc voilà, je vous disais que le trafic internet a été multiplié par 5 et il y a juste un truc, donc on a parlé un peu des data centers et il faut voir que, donc là, heureusement il y a une amélioration de la technologie, ce qui fait que les data centers, ils sont de plus en plus optimisés. Et donc on voit que l'énergie utilisée par les data centers, elle a quasiment pas augmenté, alors que le trafic internet a été multiplié par 5. Et ça, c'est un graphique de l'Agence internationale de l'énergie, donc très fiable. J'essaie à chaque fois, quand il y a un graphique, que ce soit des sources très fiables. Et donc voilà, il faut quand même préciser, voilà, c'est qu'on a quand même La technologie, c'est pas du tout la solution miracle, mais ça permet, voilà, d'utiliser moins d'énergie que ce qu'on aurait fait avec les technologies du passé, les technologies de 2015. C'est un graphe qui est assez intéressant. Est-ce que tu veux passer à slide 6 ? Je me fais une petite question. Alors, il y avait, j'en profite pour prendre une question de Anonyme qui était dans le chat, qui demandait est-ce qu'on ne pourrait pas mettre des data centers dans les pays froids? Alors, je suis pas du tout expert. J'imagine que non. Donc c'est vrai que effectivement, c'est vraiment la surchauffe des data centers, donc le refroidissement qui est vraiment un des sujets clés en fait quand on parle des data centers. Ensuite, les pays froids, il faut voir quel réseau électrique ils ont à disposition. Ça, c'est aussi très important. Voilà, je ne pourrais pas vraiment répondre à la question, mais c'est vrai que le refroidissement des data centers, c'est une question clé. Ouais. Ok. Moi, je dirais surtout il faut les mettre dans des pays où l'électricité est très décarbonée. Donc la France. Donc la France, par exemple. Qu'est-ce que je veux dire? Je vois qu'Anatole, effectivement, tu as des petits freezes sur ta vidéo. N'hésitez pas à me dire et se dire surtout s'il manque le son d'Anatole. N'hésitez pas à me prévenir. Il y a Tom qui dit oui, ça coûte tellement cher que les consommateurs de data center font beaucoup de R&D pour baisser les coûts. Moi j'avais une question. Est-ce que, parce que effectivement c'est connu que les gérants de data center font de la R&D, il y a énormément d'énergie, énergie au sens humain, au sens organisation, mis au fait d'optimiser cette consommation d'énergie. Est-ce qu'il y a le même focus sur la consommation d'énergie sur les autres centres d'émissions, genre le réseau? Est-ce que, enfin, je connais pas, à ma connaissance, je sais pas s'il y a l'équivalent de ces projets d'optimisation de l'énergie pour tout ce qui est cœur de réseau, par exemple. Alors, très bonne question. Et je vais dire, oui, sur les data centers, c'est un des seuls exemples où les intérêts économiques vont dans le même sens que les intérêts climatiques. Sur vraiment, juste on parle de l'optimisation des data centers, pas le nombre de data centers. Mais donc, ouais, là, c'est complètement vrai. On peut leur faire confiance pour pouvoir réduire leurs dépenses énergétiques, pour payer moins, en fait. Et donc, ils vont essayer de faire le plus de nouveautés technologiques possibles pour optimiser l'énergie qu'ils utilisent. Et là, je vais te dire, par rapport au graphe qu'on avait... Alors, sur le réseau, je ne m'y connais pas tellement, mais j'imagine que c'est la même logique mercantile, d'économiser de l'argent et donc, en fait, de l'énergie, et donc, en fait, des émissions. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'était toute la partie production qu'on venait de voir dans le graphe précédent, qui représente 45% de l'énergie consommée en France, dans tout le secteur numérique. Et là, en fait, on voit que c'est tout le contraire de ce qu'on vient de dire de la partie utilisation. C'est que dans la partie production, les intérêts économiques, c'est de produire le plus possible, de vendre le plus possible.
Donc, voilà, on va dire, dans la partie utilisation, la technologie, c'est bien. Dans la partie production, la technologie, ça apporte plein de nouveaux objets connectés. Et après, énormément de pubs, énormément d'achats. Ok. J'essaie de répondre aussi. Ouais. Bah, carrément, c'est super clair. Est-ce que tu voulais passer à une autre question? Je regarde si on a des... Ouais, si t'as des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Je regarde les autres slides. Ouais, j'aimerais bien faire juste la comparaison, la slide 8. Allez, C'est possible. on est parti. Alors, je suis désolé pour les gens sur le stream, je clique à la main chacune des slides et donc ils me voient cliquer. C'est un peu galérien. En plus, je te regarde pour éviter que la caméra ne freeze. Ouais, c'est slide 8 là. Ouais. Je regardais le live en différé pour voir à quoi ça ressemble en ce moment là. Ouais, donc là je vais m'engager dans une comparaison douteuse, mais j'espère que vous comprendrez. En fait, là c'est un graphe donc du Covid en France avec le nombre de cas au 15 novembre. Alors pourquoi c'était le 15 novembre? Parce que j'avais fait une conférence, parce que oui, je fais aussi des conférences en plus de ma chaîne YouTube. Et donc là j'avais fait une conférence dans un lycée pour présenter l'impact numérique. Et j'avais fait cette comparaison, on en était à la 5e vague de Covid à l'époque. Et vous voyez que à la 5e vague, on était encore à un nombre de cas, voilà, de 10 000 cas sur la moyenne de la semaine, au 15 novembre. Et si tu peux mettre maintenant la slide 9, la slide suivante. Ouais. C'est bon, et voilà. Et qu'est-ce que c'est devenu quelques mois plus tard? On voit que la 5e vague a complètement dépassé toutes les autres en nombre de cas, etc. Et en fait, si on fait la comparaison douteuse, c'est ça ce qui attend les chiffres de à peu près toutes les sources que j'ai trouvées sur l'augmentation de l'énergie consommée, mais aussi des émissions du numérique. Donc voilà, c'était pour faire la petite comparaison. Pour l'instant, on est seulement à 3,7%. Je remets les dates. Donc effectivement, ça commence à remonter en novembre. Il y avait un pic en août. Et là, on voit effectivement le pic en août, il est ridicule. Et là, le pic en janvier, il est monstrueux. Ouais, ok. Ouais, là, j'avais arrêté le graphe en janvier, mais on peut espérer d'ailleurs que le numérique va faire comme uniquement cette 5e vague. C'est-à-dire que c'est un énorme pic là. Il faut absolument qu'on change les usages. Et pour limiter, on est sûr que l'impact du numérique va augmenter dans les prochaines années, mais il va falloir limiter et ensuite que ça stagne et ensuite que ça baisse. Stagne le plus rapidement possible et que ça baisse dans beaucoup d'années. Pour l'instant, on est sur une hausse énorme, mais voilà pour la petite comparaison. Fait un peu froid dans le dos. De voir qu'il ne faut pas juste s'arrêter à une date. Donc la comparaison, c'est la consommation va exploser dans le futur. Voilà, c'est ça. Et donc moi, dans cette date du 15 novembre, j'avais fait ma conf et j'avais dit ça va être comme la 5e vague de Covid. Et l'impact du numérique, on n'en est qu'en 2022, enfin 2021 à l'époque, mais 2022, et ça va augmenter énormément dans les prochaines années. Ok. Et si tu veux mettre la slide 11 pour donner les petits exemples pourquoi ça va augmenter. Alors je vais refaire ma super manip. Un petit clic de souris. Voilà. Ouais, tu l'entends. Ouais, alors c'est une slide où on voit 5 images, magnifique. Voilà, j'ai mis 5 images comme ça. Mais bon, vous vous en doutez, hein, si vous êtes tous dans la cyber, j'imagine, vous connaissez les usages, les nouveaux usages bien mieux que moi. Mais donc on va voir... Alors, il faut quand même dire deux choses. On a le numérique qui permet de réduire les émissions dans d'autres secteurs. Donc là, l'exemple parfait de ça, je pense, c'est le télétravail, par exemple. Donc voilà, ça permet de réduire les trajets domicile-travail des salariés, etc. Donc ça, on va dire, c'est le côté bonne nouvelle du numérique. Ça permet de réduire dans certains secteurs. Ça permet de réduire dans le secteur de l'information aussi, dans les journaux, etc. Par contre, il y a plein de nouveaux usages qui arrivent, qui sont déjà arrivés, mais qui arrivent. Par exemple, le Twitch, il y a quelques années, il n'y avait pas grand-chose. La 4K, il y a quelques années, je me souviens, le YouTube, PewDiePie, qui était numéro 1 sur YouTube, il faisait ses vidéos en 720p. Là, ce serait plus du tout possible.
Maintenant, tout le monde est au moins en 1080, voire en 4K. Et il y a plein de nouveaux usages comme ça. Et même aujourd'hui, c'est ça le truc le plus fou. C'est que quand on regarde, là, j'ai mes papiers avec les différentes sources et différents chiffres, on a du mal à estimer les émissions futures. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut même pas imaginer les nouveaux usages qui vont avec la 5G, par exemple. On aura le temps de parler de la 5G peut-être un peu plus tard, c'est à toi de me dire, Romain. Mais voilà, rien que l'annonce de Meta, donc le nouveau nom de Facebook, la nouvelle organisation, ça a changé beaucoup de choses avec des objets nouveaux dont on a pour l'instant pas l'annonce du nom de Meta. Ouais, pardon. L'annonce du nom de Meta. Enfin, l'annonce de tout ce qu'il y a derrière avec la réalité virtuelle, avec des transactions en NFT dans le métaverse, etc. Voilà. Bah, on a vu, voilà, par exemple, faut dire, cette dernière année, c'est les NFT. Les années d'avant, c'est les crypto-monnaies. Voilà. Il y a 50 ans, on n'aurait jamais pu imaginer rien que Internet. Et, si on pouvait l'imaginer, maintenant, on a du mal à imaginer ce qui va arriver, ne serait-ce que dans 5 ans. Genre. Alors, avant, peut-être on peut parler de... Ouais, ok. C'est-à-dire qu'avant, on se disait, mais à quoi ça va servir la 3G, la 4G ? Ce que tu me disais l'autre jour, et maintenant, aujourd'hui, si tu nous enlèves la 4G, on va tous râler, quoi. Ouais, exactement. Et ça, c'est un truc qui est hyper dangereux. C'est-à-dire que, pour l'instant, on a du mal à imaginer les nouveaux usages. La 5G, on en entend parler, on se dit, ouais, ok, ce sera plus rapide, mais on ne sait pas exactement ce qu'on va en faire. Mais par contre, dans 10 ans, si on nous enlève la 5G, en fait, on va s'habituer. Voilà, il y aura la 5G sur tous les smartphones, etc. On va s'y habituer. Et si on retourne à la 4G, là, imaginez vous retournez en Edge, c'est impossible. Enfin, vous n'acceptez même pas de retourner à la 3G ou en Edge maintenant que vous êtes habitué à la 4G. C'est exactement la même chose qui va se passer. Donc, c'est pour ça qu'il y a énormément de débats autour de la 5G. Parce que on peut agir maintenant pour ne pas y aller. Après, il y a tout un débat. Il y en a qui sont pour et qui sont contre, on pourra en parler. Mais si on y va, eh ben, il y a quasiment pas de retour. Il n'y a pas de retour possible. Ouais. Alors, peut-être avant qu'on parle du coup d'essayer d'estimer la consommation énergétique, l'impact environnemental de ces futurs usages. Et alors, c'est top parce que, en fait, dès qu'on parle de futurs usages, on est dans de la cyber. On est dans de l'action de l'ordinateur sur les gens. J'en profite pour prendre quelques questions. J'ai l'impression que le chat dans l'image est plus synchronisé. Y a Johan qui propose de mettre un système de veille en fonction de la région. Par exemple, moins de serveurs qui tournent en pleine puissance la nuit en France, comme quand il y a moins d'activité humaine. Ça, je pense, Johan, qu'en fait, pour le coup, ça coïncide avec l'intérêt économique d'un certain nombre d'hébergeurs. En fait, souvent, tu vas avoir en plus, grâce au caching, tu peux avoir pas mal d'optimisation comme ça. Et ça, vu que c'est dans le sens de... ça permet aux hébergeurs de faire des économies. Je pense qu'effectivement, il y a des trucs qui sont mis en place comme ça. Tout ce qui est cloud, tu vois, l'intérêt, un des énormes intérêts du cloud, c'est de pouvoir optimiser en permanence ta quantité de puissance de calcul. Mettons que tu fais un petit calcul, tu fais un 2 plus 2 égale 4 sur un mini cluster, tu auras 3 VM qui vont tourner. Tu fais un calcul hyper compliqué de machine learning en plusieurs étapes, avec plusieurs clusters de calculs qui vont faire des trucs en parallèle. Là, en fait, ça va être le même cloud, et en fait, en un instant, il va t'allouer beaucoup plus de machines virtuelles. Et en fait, c'est typiquement ce genre de calcul qu'on fait, effectivement, lorsque l'Europe dort. En fait, les calculs, les puissances, je pense, aujourd'hui déjà, sont relativement alloués à d'autres choses. Je réponds aussi à Tom, qui parle de crypto et de NFT qui commencent à retomber. Alors, moi, j'ai l'impression que ça retombe. J'ai l'impression que les NFT, c'est en train de retomber également, effectivement. Alors aussi, il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est. Les NFT, c'est Non-Fungible Token. En gros, l'idée, c'est de réintroduire de la rareté sur Internet en ayant une preuve qu'on possède une telle ou telle image. L'intégralité du système, à mon sens, est une vaste arnaque parce qu'il y a beaucoup de failles systémiques là-dessus.
On pourra en parler dans d'autres vidéos, c'est pas le sujet de ce stream. Donc je passe. J'ai effectivement l'impression que les NFT, ouais, il y a eu quelques grosses mauvaises nouvelles là qui sont tombées pour les NFT. Maintenant sur les cryptos, j'ai encore vu que c'était un humoriste français, je crois que qui c'est Tom, t'as peut-être vu l'info qui essayait de vendre à des mineurs des NFT et des cryptos. Bon, je pense que les arnaques de ce genre ont malheureusement encore quelques jours devant eux. Après, donc je dirais que c'est trop tôt pour savoir si il y a vraiment une retombée de tous ces NFT et ces cryptos. On en est vraiment qu'au début. Oula. C'est absolument pas ce qui va se passer dans les prochaines années. En fait, il y a un an, ça se trouve, on aurait dit exactement le contraire sur ces objets-là. Donc il faut faire attention à ne pas avoir des conclusions trop hâtives. Et aussi, j'ai envie de dire, il y a aussi dans les prochaines années des nouveaux objets qui vont arriver. Peut-être après ça va retomber, il y en a d'autres qui vont complètement stonks, on ne sait pas du tout. Ouais, je sais pas. C'est pas mon avis parce que là, ça commence à avoir 10 ans, les NFT, la crypto en tout cas, les crypto-monnaies. Et en fait, ça fait depuis plus de 10 ans que c'est maintenu un peu à bout de bras par des communautés qui sont là pour la spéculation. Et qui deviennent, on l'a encore vu avec le projet de régulation, là, avec l'eurodéputé Aurore Lalucq qui avait proposé un projet. En fait, les communautés ont réagi super fort. Et en fait, si ta communauté a besoin de réagir aussi fort, c'est qu'il y a un problème. Donc moi, je pense quand même que on commence à avoir un certain recul pour se rendre compte qu'en fait, tu vois, il y a des ventes aux enchères sur les marketplaces de NFT et en fait, tu payes des milliards en frais de transaction. eBay, tu payes rien. Enfin. Non, après. Voilà, bon. J'ai l'impression et surtout, en fait, pourquoi je parle de ça aussi, c'est que sur le métaverse. En fait, j'en ai aucune certitude. C'est ce que je veux dire. Oui. Mais disons que c'est un discours souvent des partisans des NFT qui disent non mais vous verrez. Et en fait, comme il y a de l'argent en jeu, parfois c'est un peu malveillant, je trouve, de conseiller aux gens d'investir parfois dans certains objets. Parfois, c'est des gens de bonne volonté. Mais... Et du coup, c'est un peu la question que j'ai envie de poser au chat. Est-ce que vous croyez au métavers ? Parce que là, on a parlé de métavers, on a parlé de son impact carbone. Si le chat a des idées sur le métavers, n'hésitez pas à en parler dans le chat. Leur argumentaire à base de si ça t'intéresse pas, c'est que tu n'as pas compris, est en train de s'effondrer. Ouais. Généralement, c'est parce que on a compris qu'on s'y intéresse pas aussi. Bon. Passons. Qu'est-ce que j'ai du coup bon, c'est la transition sur le métavers. Sur les usages, très rapidement, on peut poser les questions. Je sais pas combien de personnes sont dans le chat. Je sais pas s'il y en a toujours YouTube. Je vais changer l'overlay. Hop. Pour vous poser la question suivante. Est-ce que vous préférez... Peut-être on peut passer directement à 5G et crypto-monnaie. Hop. Je vous montre la question sur les équipements 5G. À votre avis, est-ce qu'ils sont plus efficaces en énergie que les équipements 4G ? Vrai ou faux ? Vous pouvez voter en mettant #vrai et #faux dans le chat. En minuscules. Je suis pas sûr que les majuscules soient reconnues. Je sais pas combien de gens sont dans le chat. J'espère que nous avons full. Je pense que ça nous déshumanise. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu peur. À quel propos ? Johan, je pense que tu parles du métaverse. Ah, oui, ok. En fait, moi, je peux pas m'empêcher de le voir comme un énorme gadget. J'avoue, je métaverse. Parce qu'il n'y a pas de concept informatique derrière. Oui. Il faut voir que là, on va parler aussi. Bon, on va parler des cryptos, des NFT, mais on a déjà un peu parlé de la 5G, du métaverse.
pas forcément des trucs que je considère du tout, hein. C'est juste parce qu'il faut évaluer les impacts, donc il faut parler de tous ces sujets-là quand on parle du numérique. Alors, attendez un instant, je fais un petit refresh parce qu'on n'a pas les votes de YouTube sur le... J'ai plusieurs fenêtres qui sont ouvertes sur LibreCast et je pense que celle-là n'a pas les votes de YouTube. Attendez un instant. Je resynchronise, let's go. Ah, problème. Nous avons un problème. Ok, c'est pas grave. Bon, on aura tout vu ce soir. Restez avec moi, on aura tout vu. Vous pouvez répondre normalement. Vous pouvez répondre normalement. Je vais essayer de débunker, de débugger le problème en live. Mais du coup, est-ce que tu peux nous répondre à la question, Anatole? Ouais. Et donc les réponses, c'était quoi? Alors tu voyais un petit peu les hashtags, non? Les hashtags vrai, hashtags faux. Ouais, alors on a eu 3 vrais et 2 faux. Ok, donc c'est... L'effet des mots, ouais. Je le ressens à fond. Tom dit c'est l'effet des mots, ouais. Merci de compatir. 3 vrais, 3 faux. Ok, donc je vous donne la réponse. Donc c'est un rapport sur la 5G du Haut Conseil pour le climat. Donc c'est vraiment les experts climat en France. Et ils expliquent de manière directe, tu regardes de manière directe, les équipements de réseau 5G sont plus efficaces énergétiquement que leurs équivalents 4G pour un trafic donné. Donc voilà, on a vraiment la réponse. 5G sont plus efficaces énergétiquement que les équivalents 4G pour un trafic donné. Et tu peux passer à la question d'après. Si LibreCast bug, ça va être un peu compliqué, mais juste pour on verra au pire, nous dans les commentaires, combien il y a de vrai et combien il y a de faux. Quasiment la même question, mais pas tout à fait. Alors, je crois qu'on a un faux en plus. J'ai récupéré LibreCast. Alors là, j'ai aussi les slides. Alors, non, on va revenir en arrière sur les slides. Restez avec moi. On va revenir en arrière sur les slides et je vais passer à la question suivante sur LibreCast, qui est, mesdames et messieurs, attention, est-ce que la 5G va faire baisser les émissions de gaz à effet de serre du numérique en France? Vrai ou faux? Je vous mets l'overlay LibreCast. Je me dépatouille dans mes... Hop. On va y aller. Voilà. Vous pouvez de nouveau voter vrai ou faux, hashtag vrai ou hashtag faux. Ah. Alors, on a plein de commentaires. On a Tom qui dit qu'il a lu le rapport. Oui, tu triches. Tom qui essaie de répondre hashtag peu probable. On a le striker qui dit faux. On a Taoquan. Je sais pas comment on prononce ton pseudo. Tochan, si c'est du chinois. Qui dit mais pour autant ça va pas réduire la dépense globale parce qu'en fait on va avoir plus d'équipements. Et là on a plein de gens qui disent faux, vrai. Ouais, il y a pas mal de bonnes réponses, tu vois. Donc 3 faux. Bon. Et Johan qui dit vrai. Je pense qu'on a reperdu LibreCast. On a perdu LibreCast. Bon, c'est pas grave, je vais quand même donner la réponse. Du coup. Donc, c'est un truc qui est assez contre-intuitif. C'est que, ouais, les équipements de réseau 5G, ils sont certes plus efficaces énergétiquement. Mais en fait, si on regarde toutes les projections, eh bien, les émissions, là on parle en France, mais en fait dans le monde, vont augmenter avec le déploiement de la 5G. Je sais pas à quel point là t'es dans la galère avec les slides, mais si tu peux mettre juste la slide 17 du mais conseil. Nous sommes tout à fait sur la slide 17. Parfait. Tu dis quand elle y est. Elle y est. Ah ok, parfait. Donc là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez les émissions, l'empreinte carbone du numérique en 2020 au tout départ. Et après, vous avez 5 possibilités, donc 5 graphes. Et vous voyez tout en bas donc, les 5 possibilités. En bleu, c'est la vraie 5G pour tous. Et en vert et gris, c'est si on fait non déploiement d'une basse fréquence, non déploiement de haute fréquence. Enfin, il y a plein de possibilités. Et on voit que dans tous les scénarios où il y a la 5G,
eh bien les émissions augmentent. Et ça, c'est parce que c'est toujours la même chose. C'est ce qu'on appelle l'effet rebond, c'est qu'il va y avoir des nouveaux usages. Donc certes, imaginez pour télécharger une série, ça vous prend beaucoup moins de temps, ça prend moins d'énergie, un peu moins d'énergie. Mais comme ça vous prend aussi beaucoup moins de temps, et ben vous n'allez pas en télécharger qu'une série, vous allez en télécharger 15. Et donc ça c'est juste un petit exemple. Et on a parlé du métaverse, des objets connectés qui sont de plus en plus présents. On regarde dans les immeubles d'entreprise, mais même dans les maisons. En fait, ces objets-là, grâce à la 5G, ils vont pouvoir arriver en nombre encore plus grand. Et donc voilà, même s'il y a une augmentation de l'efficacité énergétique, eh ben, ça ne veut pas dire que les émissions vont baisser pour autant. Ouais. Comme Tom ouais, pardon, vas-y, s'il y a des questions. Tom est en train de nous rappeler qu'effectivement le nombre de MP3 téléchargés a beaucoup augmenté. C'est vrai. Ouais, complètement. Bah, dans tous les domaines, le nombre de vidéos parce que quand on parle d'internet, c'est énormément les vidéos qui sont la plupart des émissions pour la partie juste usage et non pas juste production. Mais ouais, tout est en train d'augmenter en flèche. Et la 5G va y contribuer dans les prochaines années d'après ces rapports. Ok, est-ce que tu veux qu'on parle de crypto-monnaie rapidement? Je sais pas quelle heure il est. Hop, je vais juste vérifier que je ne trompe pas. Il est 20h30 ça. Juste toucher deux mots sur l'effet rebond. Ouais, vas-y. Donc l'effet rebond, ce qu'on est en train de décrire pour l'impact du numérique sur la 5G, etc. Et quels nouveaux usages il va y avoir avec une nouveauté technologique, et ben ça peut se généraliser, on appelle ça l'effet rebond, dans plusieurs secteurs. Je vous donne juste un exemple. Dans l'isolation des bâtiments, par exemple. Donc, rien à voir, on est vraiment sur le logement. Et ben, en Allemagne, ils ont mis 340 milliards d'euros sur l'isolation de leurs bâtiments. Et donc, ils se sont dit, bon bah, parfait, nos logements vont être mieux isolés, les Allemands vont dépenser moins d'énergie, il y aura moins d'émissions. Et ben en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que les usages, ils changent. Il y a moins d'énergie dépensée. Ben, les gens se disent, ah bah, maintenant, sur mon budget, j'ai un logement qui est mieux isolé, et ben pour la même somme d'argent que je mets chaque mois dans mon chauffage, en fait, plutôt que de chauffer moins et garder un peu d'argent, ben, je vais mettre un peu la même quantité d'argent, mais comme mon logement est bien isolé, hop, en fait, je me chauffe plus. Et donc, c'est un nouvel usage qui n'était pas vraiment anticipé. Donc, les émissions dans le bâtiment en Allemagne, elles ont moins baissé que ce qui était prévu. Elles n'ont quasiment pas baissé. C'est la même chose dans le transport. Je le fais rapidement, après on parle de juste le dernier exemple de l'effet rebond dans le transport. Maintenant, on a la capacité technologique pour faire des voitures qui sont plus grandes. Et normalement, une même voiture de même poids avant, si on compare au même poids maintenant, ben c'est la voiture maintenant qui fait moins d'émissions par kilomètre. De litres au 100. Voilà, et on pourrait faire des petites voitures qui émettent moins. Et ben en fait, ce qu'on fait, c'est non, on a la capacité de construire des gros SUV, et ben on le fait, et maintenant la voiture elle est démocratisée partout, donc beaucoup plus de gens utilisent la voiture, et donc les émissions du secteur de transport ont décollé. Même si la technologie, si on ne prenait pas en compte l'effet rebond, on se dit ah oui ça va baisser, et ben c'est complètement le contraire, ça décolle. Voilà, j'espère qu'avec deux exemples, un dans le transport, un dans le bâtiment, et puis en plus celui de la 5G, on voit trois exemples en fait de l'effet rebond. Trop cool, hyper clair. Est-ce que tu parlais un peu des crypto-monnaies? Ouais, complètement. On arrive à la fin des slides. Je sais qu'il y a pas mal de slides déjà dedans. Je vous propose de passer directement à la slide. Il y avait une question peut-être à haute voix. La question qu'on voulait vous poser était la suivante. À votre avis, les énergies renouvelables, c'est quel pourcentage de l'énergie consommée pour le minage des crypto-monnaies? Alors je regarde. Ouais, quand on parle peut-être qu'il faut. Voilà, c'est pas l'expert crypto, mais si tu veux juste expliquer rapidement
Aucune idée. Le minage de crypto-monnaie, proof of work, proof of stake, etc. Je m'y colle. Je suis pas expert non plus, je m'y connais un petit peu. Je sais pas s'il y a vraiment besoin de pas assez. Je sais pas s'il y a vraiment besoin de rappeler ce que c'est. Je pense que les gens dans le chat en ont à minima entendu parler. Pas de souci. Je pense que juste très rapidement, vous savez qu'il faut prouver qu'on a fait une certaine quantité de calculs pour pouvoir miner un bloc, pouvoir créer un bloc dans la chaîne de blocs. Et créer un bloc, ça rapporte de l'argent. Donc évidemment, tout le monde cherche à créer des blocs pour se faire de la crypto-monnaie. Voilà. Et c'est un super système qui s'auto-alimente parce que du coup, on a une incentive en crypto-monnaie à entretenir le système. Et quand on a entretenu le système, on a intérêt à ce que la crypto-monnaie se vende bien, du coup. Voilà. Et le problème, donc il y a deux grandes possibilités, après plein de sous-possibilités pour faire ce système décentralisé. Et donc le proof of work, c'est celui qui est le plus gourmand en énergie et de loin, parce qu'il faut juste... le seul truc, c'est de retrouver une clé de hachage. Et donc, en fait, donc c'est le hashing. Et ça, c'est juste de faire des énormes calculs avec des gros ordinateurs. Donc, bon, c'est tout un débat proof of work, proof of stake. Mais là, on parle vraiment juste dans cette question du proof of work. Donc, ce qui consomme le plus d'énergie. Il y a Tom qui nous dit proof of work, ça consomme infiniment trop. Proof of stake, voilà. Pour le coup, ça consomme trop. C'est un super résumé. Juste trop. Je lis le chat parce que je vois que je tente un refresh parce que je vois que le chat sur l'image s'est désynchronisé. Il y a Johan qui pose une question, qui demande si la question c'est de savoir si c'est le mix l'impact carbone, non, la part de renouvelables dans le minage en France ou dans le monde. Ah pardon, c'est dans le monde. Dans le monde. Et du coup, le striker avait répondu 5%, Tom avait répondu pas assez. Donc ça fait une réponse à 5% pour l'instant. J'en profite, je lis pendant que le chat, n'hésitez pas à répondre. Je lis le message de Grégoire qui dit « Petit message à un camarade pour présenter rapidement Carnot. Nous proposons des radiateurs et des chaudières numériques qui permettent de réutiliser la chaleur produite par des serveurs. » Grégoire, je pense savoir qu'on s'est croisés. Effectivement. Petite annonce. Cette communauté, génial. Ouais, écoute, je rends service à la communauté. Écoute, Carnot, n'hésitez pas à me sponsoriser des vidéos, hein, si je puis que je vous cite. Voilà, c'était 2000 € l'intervention. Les résultats ? Ouais, vas-y. Slide 20, tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Ok, donc la réponse, c'était 39%, vous voyez à droite. Et donc là, on voit deux chiffres, on a l'impression que c'est à peu près les mêmes chiffres, donc il faut vraiment voir la différence. On va regarder déjà à gauche. Là, on a la part de mineurs, donc mineurs de crypto, qui utilisent des énergies renouvelables comme partie de leur mix mix électrique. Donc, mix énergétique, puisque là, toute l'énergie qui est utilisée, elle est sous forme d'électricité. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire, moi, si je mine des crypto-monnaies et mon électricité, elle provient à 90% d'énergie fossile, de charbon, etc., mais à 10%, il y a un peu d'énergie renouvelable, là, je suis compté comme quelqu'un qui utilise des énergies renouvelables. Ça, c'est à gauche. Mais ce qui nous intéresse, en fait, c'est le pourcentage de droite. Et ça, c'est quoi ? C'est quel pourcentage de l'énergie ? Si on regarde toute l'énergie qui est consommée, en fait, c'est que de l'électricité, et bien cette électricité-là, si on regarde l'ensemble des mineurs, quel pourcentage de ces mineurs de crypto-monnaies, quel pourcentage de cette énergie provient d'énergie renouvelable ? Et là, c'est que 39%. Donc voilà. Dans le premier truc, il y a à peu près 80% des mineurs qui utilisent un peu d'énergie renouvelable comme partie de leur mix énergétique. Et en fait, c'est quasiment la moitié quand on regarde la part de cette énergie renouvelable dans l'énergie totale.
Ouais. C'est un peu, Alors, complexe à expliquer, j'espère que ça ouais, va. moi alors, je pense que du coup, j'ai pas touché à ta slide parce que je voulais qu'on ait un peu ce débat, mais je pense que là pour le coup, je serais intéressé d'avoir ta source parce que du coup, la présence de cette statistique à gauche, je m'interroge un peu sur cette statistique. En fait, elle ne dit rien concrètement. Elle dit tous les gens qui en gros ont mis une petite éolienne à côté de leur énorme ferme de minage, juste pour dire regardez, on a mis 1 millième % d'éoliennes. Et je pense, je peux voir le mal un peu partout, mais j'ai l'impression que ça sert un peu la rhétorique des gens qui font du minage, des fanats de la blockchain, qui disent regardez, on en utilise. Enfin, j'ai l'impression que c'est un chiffre un peu manipulé. Je sais pas comment il s'est retrouvé dans ton étude. Et j'ai l'impression que. Et je pense que voilà, le présenter, c'est un peu tomber un peu dans un piège de gens qui nous disent mais regardez, comme tu dis, quasiment 90%, mais en fait ça veut rien dire ces 90%. C'est 39% qui vont regarder. Donc la source c'est l'université de Cambridge et ils font en fait il y a plusieurs années en fait où ils ont fait des grosses reviews de l'énergie consommée par les cryptos et le Bitcoin en particulier. Et donc là dans ce rapport de l'université de Cambridge, en fait je pense que justement je pense qu'a priori ils sont objectifs, mais ils sont un peu. Enfin, moi ça me fait marrer de voir ce 76% à gauche. Je le vois pas du tout comme un truc de communication. Justement, pour eux, j'ai l'impression qu'ils disent à gauche c'est ce qui est communiqué, à droite c'est la réalité. Ah oui, d'accord, ouais. Ah, je ne sais pas, je suis pas dans leur tête, mais vraiment ce site de. Faut regarder l'étude. En fait, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est le pourcentage d'énergie renouvelable, donc l'énergie consommée au total. Et donc, je suis complètement d'accord avec toi. C'est le chiffre de droite qui est important. Ouais, complètement. Alors, bon, on a toujours un petit problème avec LibreCast, je suis désolé. Tenez, vous savez quoi, on va pas s'embêter. Je fais ça en live. 2 secondes. Moi la question que j'ai envie de poser, parce que je vois qu'il y a pas mal de choses qui se disent dans le chat. Ouais. Le Striker disait mais Proof of Stake aussi ça consomme trop, et Tom répond oui. Et Tom, si je comprends bien ton argumentation, tu utilises comme preuve que ça consomme trop l'existence de calculs cryptographiques qui en fait ne servent concrètement à rien à partir du moment où tu doutes un tant soit peu de l'utilité du Bitcoin. Et tu le compares, je crois, à une banque. Non, c'est Johan qui le compare à une banque. Et en fait... Et alors, Johan, tu dis beaucoup de choses dans ta question. Effectivement, tu as la question de la blockchain, et c'est ce que je disais tout à l'heure sur les frais de transaction face à eBay. C'est que la question de la blockchain, en fait, c'est énormément de pollution pour pas grand-chose, sachant qu'il existe des trucs bien à côté. Par contre... Sur la blockchain. Ouais, sur la blockchain, tu seras jamais aussi compétitif énergétiquement qu'un modèle client-serveur. Et en fait, moi, de ma compréhension de la blockchain, mais aussi de mon expérience dans le milieu, dans une boîte qui faisait de la blockchain, c'est que en fait, tu n'as quasiment jamais besoin d'une blockchain par rapport au modèle classique de database de client-serveur. C'est-à-dire d'un navigateur web qui fait des requêtes à un serveur. Voilà. En fait, t'as quasiment jamais besoin de ça, sauf des trucs très particuliers qui en fait posent d'autres problèmes, genre le vote. Je me suis perdu. et là, par contre, Johan, il y a plusieurs choses dans sa question, parce qu'il dit, mais du coup, ça consomme moins que les banques, si on regarde juste l'aspect des banques où les banques servent à échanger de l'argent. Mais si on regarde le secteur 3 des banques, c'est-à-dire en gros si on regarde les émissions liées à l'activité de la banque, genre est-ce qu'elle subventionne des projets qui sont eux émetteurs de gaz à effet de serre, est-ce que là la blockchain est mieux? Et alors, je pense que c'est une grande question, je sais pas si Anatole tu as une réponse,
je pense que le débat est un peu vaste parce que, en fait, si le débat c'est lequel est mieux en termes d'impact carbone, si tu veux, pour que tu puisses comparer comme ça la blockchain à l'intégralité du secteur 3 des banques, en fait, il faudrait que tu remplaces l'intégralité des banques par une blockchain. Et je pense qu'aussi, dans la blockchain, il y a aussi des smart contracts qui te permettent aussi de faire du prêt, etc. Donc en fait, tu vas juste libéraliser avec la blockchain. Quand bien même tu remplaces les banques, tu vas les complètement libéraliser, tu n'auras juste pas l'État qui pourra dire « Attendez, non, subventionnez pas ce truc, c'est climaticide. » Ce que l'État ne fait déjà pas, vous allez me dire. Certes. Je peux dire juste deux petites remarques, Romain. Bien sûr. Sur la blockchain, alors, les crypto-monnaies sont une des applications possibles de la blockchain, une application, on en a déjà un peu parlé, mais sur la blockchain, il y a d'autres applications qui, là, peuvent être utiles. On ne parle plus du tout du sujet principal de l'impact numérique, mais voilà, la blockchain, on ne peut pas non plus se dire, tiens, il y a une application qui sont les cryptos, on en pense ce qu'on veut, donc on ne considère même plus la blockchain pour ces autres applications. Donc voilà, par exemple, pour les chaînes logistiques, dans la nourriture, dans les supermarchés, etc., la blockchain peut être intéressante. Peut-être. Et deuxième chose, parfois aussi, quand j'ai vu aussi dans mes recherches des comparaisons entre l'énergie du Bitcoin ou de la somme de toutes les crypto-monnaies comparée à la somme de tous les systèmes bancaires au niveau mondial. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a pour l'instant, et j'espère que ça va durer, mais les crypto-monnaies, ça ne représente quasiment rien en termes d'échange par rapport au système bancaire. Et donc, il faut comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire l'impact pour un échange. Justement, c'est pour ça que est-ce que l'étude que tu as vue prenait en compte le secteur 3 du secteur bancaire et le secteur 3 donc le secteur 3, quand je dis secteur 3, c'est le secteur 3 d'émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire secteur 1, Anatole, tu définiras peut-être mieux ça que moi, c'est 1 et 2, c'est en gros ce qui est lié au fonctionnement de la banque. Secteur 3, c'est à qui on prête. Genre, vous êtes Air France, mettons que vous avez fait un effort sur la rénovation de vos bâtiments et que vous n'utilisez pas de tasses en plastique, vous êtes très bon sur les secteurs 1 et 2, mais en fait derrière vous vendez des trajets en avion, donc en fait si vous ne prenez pas en compte le secteur 3, il y a un petit biais. Et du coup en fait je pense qu'on peut peut-être regarder un peu nuancer un peu ça, parce que le problème aussi c'est que on ne peut pas par définition estimer le secteur 3 des crypto-monnaies, vu que c'est complètement dérégularisé, c'est pour certaines anonyme. En tout cas, ça arrive à un niveau assez important de pseudonymat, donc c'est très difficile de savoir quel est l'impact derrière. Petite réponse à Tom qui parle d'arbre de Merkel. Tom, il y a un arbre de Merkel pour stocker. Alors pour ceux qui s'intéressent au sujet, qu'est-ce que c'est un arbre de Merkel? C'est un truc, en gros, qui c'est une manière de stocker de l'information qui est assez optimisée grâce à des calculs cryptographiques et qui permet, en gros, de stocker un peu quand vous avez un grand nombre d'informations. Mais en fait, vous stockez uniquement une preuve que vous avez une preuve de la validité de deux blocs. Et en fait, cette preuve, elle est transitive. Donc en fait, vous pouvez prendre aussi la validité de deux preuves. Et de fil en aiguille, vous pouvez avoir juste à la fin un tampon cryptographique qui vous dit que en fait, vous pouvez retrouver l'intégralité de votre suite de données grâce juste à ce tampon cryptographique. Et Tom, il me semble que l'arbre de Merkel est tout à fait utilisé dans la blockchain, et ce depuis le Bitcoin, mais uniquement pour la question de stockage. Parce que là, le problème, c'est que là, on parle des émissions liées au calcul. Et là, tu me parles de stocker un nœud, une réplique de la blockchain. Enfin, de ma compréhension. Alors après, peut-être ça rentre dans des méthodes plus techniques, plus poussées que ce que j'avais vu en 2017 sur le calcul du minage. On est parti un peu sur une note un peu plus technique. Complètement, mais c'est pas grave. Je pense qu'on a vu pas mal d'usages. Tu disais, vas-y, je t'en prie. On a vu pas mal d'usages. J'ai juste
petite dernière slide que j'ai. Vas-y. C'est la slide 15. Alors, vous allez me voir faire la manip. 8. Slide 15. Ouais. Donc c'est encore de l'Agence internationale de l'énergie. Je suis un grand fan d'ordre de grandeur parce que c'est hyper compliqué en fait, je trouve d'avoir les ordres de grandeur, donc j'aime beaucoup les présenter dès que je trouve des graphiques. Donc là, on a une comparaison. On va essayer d'analyser tout ça entre les émissions quand on regarde une demi-heure de Netflix. Et vous voyez en vert, là, l'avant-dernière barre, c'est quand en moyenne, avec la voiture moyenne au niveau mondial, quand on parcourt 5 km en voiture. Et donc, comment on compare ces deux choses? Alors, vous voyez que c'est très compliqué à analyser. Parce que vous avez des estimations de l'Agence internationale de l'énergie et du Ship Project, et vous voyez qu'il y a des facteurs, il y a un facteur 10 entre les deux estimations. Ça, c'est vraiment dommage. Alors, le Ship Project aussi il y avait une erreur en interview, ils avaient fait une estimation qui était encore plus grande que celle qui est affichée là. Il y avait une petite erreur sur la conversion. En fait, il y avait une erreur entre bit BIT et byte BYTE. Et en fait, il y a un facteur 8, il me semble, entre les deux. Donc en anglais, bit ou octet. Bit ou octet, ouais. Et donc, bon, bref, il y avait... S'il faut comparer maintenant, c'est le Ship Project, là, vous voyez, entre parenthèses, corrected, et l'Agence internationale de l'énergie. On voit que, en gros, on est à peu près, là, je regarde, pour 1 heure, donc, je ne sais pas pourquoi ils ont fait une demi-heure, 1 heure généralement, on regarde 1 heure, vous savez, on est à 36 grammes de CO2 équivalent, et pour l'Agence internationale de l'énergie, pour le Ship Project, 400 grammes. Donc voilà, on est entre 36 et 400 grammes pour 1 heure. C'est bizarre d'avoir autant d'incertitudes. Et en tout cas, pour conduire ça, on sait, pour conduire 5 km, on est à 900 grammes. Donc presque 1 kg, vous avez vu 1 kg. Donc voilà, on ne sait pas... Je rappelle que pour conduire 5 km, mieux vaut être à 0 g. Sur un autre sujet, pardon. Exactement. Et donc voilà, généralement, j'adore présenter les ordres de grandeur. Dans ce domaine-là, les estimations sont... C'est compliqué à avoir. Et la dernière remarque, c'est que vous voyez que ça dépend énormément, si vous regardez les 3 en haut, là, de l'intensité carbone du pays, enfin de l'électricité du pays. Et donc vous voyez, en France, c'est quasiment rien comparé à l'Australie. C'est 10 fois moins. Parce que l'électricité est plus décarbonée. Et bien sûr, là, on compare que les émissions de CO2. J'aurais dû le dire même en début de stream. Quand on parle de l'impact, là, on a fait un zoom aujourd'hui sur le CO2 et les gaz à effet de serre, tous les gaz à effet de serre. Mais il faut parler de l'impact sur la quantité d'eau utilisée, de matériaux, les minerais, les métaux, enfin toutes les ressources, et non pas que du CO2. Mais pour faire une analyse comparative, là, on choisit tout l'impact climatique et donc les gaz à effet de serre. Ok. Alors, j'essaie de bien comprendre ce graphe. IEA, c'est quoi? C'est l'agence internationale? Ouais, de l'énergie. Et c'est une moyenne sur le monde? C'est une moyenne mondiale. Et c'est quoi Despacito? Alors, Despacito, Despacito et Bird Box, personnellement, je connais pas. Mais ce qui m'intéressait, c'était juste de voir que là, on a 4 estimations. Ship Project, Bird Box, Despacito, IEA. Et les 4 varient quand même énormément. Alors que normalement, dans un secteur, quand tu fais une estimation des émissions, bon, bah, entre 2 estimations, ça varie de quelques pourcents, quoi. Ça ne peut pas varier du simple au... Je pense qu'il y avait des débats similaires sur... je crois qu'il y a eu un texte qui a été adopté récemment, je ne sais plus si c'était au niveau européen ou au niveau français, et qui se basait sur des calculs qui faisaient un peu polémique, justement. Je me demande si c'est pas sur la redevance. Je veux dire une bêtise. N'hésitez pas, si quelqu'un dans le chat sait un article à partager, qu'il n'hésite pas. Et puis je le repartagerai sur l'autre plateforme. Ok, donc en gros, une demi-heure sur Netflix, c'est équivalent à
on sait pas très bien. On sait pas très bien. Mais... Si on veut faire, on va trancher entre les deux, tu vois. Une demi-heure sur Netflix, là, tu vois, il y en a qui est en dessous Mais de 0, alors, l'autre qui est attends, en dessous de parce que j'ai une question sur la méthode. Du coup, quand ils disent France-Australie, c'est une demi-heure dans ce pays-là, ou... Parce que, en fait, les data centers sont pas forcément dans le pays en question. Alors oui, non. Là, ta question, c'est est-ce que les data centers sont en France, ou est-ce que c'est quand toi, tu regardes une vidéo en France? C'est ça? Ouais. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, je suis pas allé à ce niveau-là de détail, mais il me semble quand même que c'est quand tu regardes une vidéo en France. Il me semble quand même que c'est vraiment l'impact carbone, enfin pardon, si tu as une électricité qui est assez décarbonée dans ton pays, de toute façon, ouais. Ça va pas changer grand-chose. Que du coup, ton alimentation de ta machine, ton réseau, ton cœur de réseau et tout, ce sera... je suis pas du tout expert de ce domaine, hein, mais il me semble que si je dois faire un pari, c'est juste quand tu regardes ta vidéo en France. Ok. Alors, en fait, c'est l'électricité que tu reçois dans ton ordi ou dans comment tu as chargé ton téléphone. Hein. Pour moi, c'est ça. Okay. Et après, c'est les data centers, les réseaux, enfin tout ce qu'on a vu dans le graphique, tout le cheminement pour l'utilisation. Ok. Super clair. Et donc peut-être dernier truc, c'est donc les solutions. C'est la slide 21. Après, allez. Pour moi, si vous avez des questions, on va en parler, mais pour moi c'est bon. J'ai mis les solutions possibles. Tu me dis quand c'est good, Romain. Ouais, c'est bon. C'est bon. Ok. Et donc ouais, généralement quand on entend parler de l'impact du numérique, enfin, moi j'entends, je sais pas si c'est la même chose pour vous, mais j'entends tout le temps, il faut bien trier ses mails. Mais pour moi, là, j'espère qu'on a vu ce soir avec toute la présentation que ce n'est qu'une infime partie du problème et qu'il faut voir vraiment dézoomer et regarder le tout. Et donc voilà, j'ai mis quelques bullet points. On a vu moins acheter et surtout, j'aurais dû rajouter aussi, conserver le plus longtemps possible ses produits, parce qu'on a vu que l'impact énergétique pour la production, c'est énorme, 45% en France. Quand on achète en reconditionné, si vous voulez regarder des vidéos, regardez peut-être en plus basse qualité et sur des plus petits écrans. Moins de stream. Alors voilà. J'espère qu'aujourd'hui on a fait un stream pour expliquer qu'il faut faire moins de stream. Donc ça c'est quelque chose c'est mais pour le futur. Je pense qu'on peut se dédouaner un peu en disant que c'est un stream de vulgarisation. Voilà. On fait pas du divertissement non plus. On n'est pas là à streamer je sais pas quel un jeu vidéo juste pour vos beaux yeux de viewers, même si je ne doute absolument pas qu'ils en vaillent la peine. Mais disons que nous on peut se dédouaner en disant que c'est de la vulgarisation. Peut-être. On essaye de se dédouaner. Et oui, et je stream en 720p. Alors, c'est tout à fait pour des raisons écologiques. Mais c'est un peu imposé surtout par les capacités de mon PC. Là, vous voyez qu'il a quand même déjà du mal. Mais oui, je stream en 720p. Ouais. Et le dernier, je vais le dire aussi pour provoquer, mais sinon pour le dernier, c'est connaître les ordres de grandeur. Et on voit que connaître les ordres de grandeur, si on prend une heure, en fait, dans tous les secteurs, vous pouvez faire j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur les ordres de grandeur, ça dure 10 minutes. Donc, vous pouvez aller voir pour comparer les différents secteurs, les ordres de grandeur. Mais pour l'impact numérique, on a vu qu'il y a des estimations qui sont un peu différentes, mais on peut quand même avoir les ordres de grandeur assez facilement par rapport à se déplacer en voiture et les ordres de grandeur sur production et utilisation, ça on a bien vu et ça c'est assez bien chiffré. Donc voilà, c'est tout pour moi et j'espère que c'était assez clair et que vous avez appris des choses et merci Romain pour l'invitation. Trop cool, j'espère que vous aviez apprécié également. Je vous partage l'URL de la chaîne d'Anatole. Alors Librecast est définitivement mort. Bon, écoutez, c'est les aléas du direct, hein. Ça arrive. Ah oui, ça arrive. J'ai perdu ma fenêtre. Elle est là. Les solutions impliquent alors, on a le Striker qui nous dit les solutions impliquent de réduire le confort de tous. J'ai du mal à imaginer ça, même si un jour on n'aura plus tellement le choix. Ouais. Tu veux répondre ou... Vas-y, je t'en prie.
pour moi, c'est deux choses qui doivent aller dans... Tout le monde doit aller dans le même sens. C'est-à-dire, oui, on peut se dire, oui, la technologie doit changer, on doit avoir de l'efficacité énergétique qui est bien plus grande, mais pour moi, c'est encore une fois qu'une partie du problème. Il faut aussi qu'il y ait moins de pubs pour changer notre téléphone tout le temps. Je crois que c'est un truc comme plus de 80-90% des smartphones qu'on achète. En fait, notre smartphone d'avant, il n'était pas cassé. Il était encore utilisable. Donc tu vois qu'il y a... Ok, il y a le problème de l'efficacité énergétique, mais il y a aussi le problème de tous les achats qu'on fait. Il y a le problème des nouveaux usages. Et ensuite, le dernier problème, c'est est-ce que tout un chacun, enfin tout le monde, est prêt à moins acheter, à faire des efforts, regarder en plus basse qualité, etc. Et donc, tu vois là, j'ai cité que 4 leviers, mais juste ceux que j'avais en tête, mais il y en a d'autres. Et pour moi, tous les leviers doivent aller ensemble. Est-ce que les gens vont vivre ça? Je ne sais pas, mais je l'espère. Ouais, alors moi j'ai aussi une vision peut-être un peu plus, comment dire, un peu trop optimiste peut-être, qui est qu'en fait ce que décrit Anatole, c'est aussi une question de récit en fait. Là aujourd'hui le récit effectivement il nous enjoint de consommer de facto. Il nous dit le récit qu'on entend partout aujourd'hui en gros c'est la pub. Ce qui te dit quand j'entends récit, c'est qu'est-ce qui te dit ce qui est bien, ce qui est désirable comme société, tu vois. C'est d'avoir une belle voiture, c'est je sais pas moi, de streamer, de regarder des streams. En fait, il suffit de faire peut-être moins de pubs pour changer déjà un peu la teneur du récit et pour avoir moins une injonction à consommer. Et moi, c'est un truc qui m'embête, c'est qu'effectivement, dès qu'on parle de sobriété, et le terme qu'on n'a pas dit dans tout ce live, c'est le terme de sobriété numérique. Dès qu'on parle de sobriété, en fait, ça sonne toujours comme un truc triste, comme un truc terrible, mais en fait, sobriété, c'est pas privation. Sobriété, c'est un truc qui est pas forcément négatif à la base. Et je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de courant écolo qui n'ait pas réussi encore à nous proposer un récit, nous montrer une vision un peu plus positive de tout ça et se dire, bah, regardez, c'est pas du confort en plus. Je sais pas si vous avez remarqué, mais pendant les dernières élections présidentielles, bon, c'est un peu politique, mais pendant les dernières élections présidentielles, on a beaucoup parlé du pouvoir d'achat. Signe qu'en fait la question c'est combien de choses vous allez pouvoir acheter. En fait moi je m'en fous d'acheter des choses, j'ai pas besoin d'acheter des choses comme dirait l'autre Suisse, j'ai pas besoin d'acheter des choses, j'aimerais qu'on me parle de qualité de vie. Et en fait est-ce qu'on perd en qualité de vie avec peut-être des usages un peu plus sobres du numérique? Je sais pas. Après, sur ta dernière remarque, après, pour le pouvoir d'achat, pour les pourcentages de la population les plus pauvres, en fait, pour pouvoir d'achat et qualité de vie, c'est hyper relié, parce que c'est pouvoir se chauffer décemment, etc. Mais c'est vrai que quand tu parles, ceux qui émettent le plus dans le numérique et dans tous les autres secteurs, c'est les plus riches. Et là, ouais. Le pouvoir d'achat et qualité de vie, c'est beaucoup moins corrélé. Ouais, complètement. Oui, ouais. Dernier petit commentaire. Après, on va peut-être clôturer le stream. Le striker qui dit changer de récit, je pense que ça mettra des lustres. Alors moi, je suis un peu optimiste. Genre, je sais pas si ce que je m'apprête à dire va être optimiste, mais je pense qu'il suffit d'une catastrophe climatique. Tu vois, avec le Covid, on a quand même eu un peu un changement de discours, pas dans forcément tous les médias, pas chez tous les politiques, mais je pense quand même on a un peu une réalisation d'un certain nombre de gens que bah oui, les services publics, l'hôpital, en fait, ça coûte cher, mais c'est bien d'en avoir un. Et en fait c'est une question de résilience, tu vois. On s'est mis à parler de résilience avec le Covid. L'opération déclenchement d'urgence de l'armée s'appelait littéralement résilience, qui a un non-sens absolu, ce qui est l'exact contraire de ce que veut dire le mot résilience, mais en tout cas on en a parlé, on a dit le mot, et du coup peut-être que en parlant de résilience, tu vois, on peut justement avoir un autre récit. Il suffit que là en ce moment il y a des catastrophes naturelles. L'été dernier c'était tout l'été. Là en ce moment il y a des gros problèmes en Inde. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais voilà, je pense que en fait les Français vont peut-être pas changer de récit très vite, mais moi je pense que les Indiens ils ont bien compris le problème aujourd'hui.
Et ouais, et après une crise, en fait, il peut y avoir des changements de comportement, des changements de mentalité. C'est pas forcément le cas à chaque fois. Il faut vraiment que... Il y a des crises qui ont des effets, d'autres non. Pour le Covid, je sais pas trop. L'effet de confinement, je sais pas. On avait beaucoup parlé de monde d'après, etc. Ouais, bon, on n'en parle plus beaucoup. Ouais, on n'en parle plus beaucoup. Donc, je sais pas si... après, c'était pas une crise climatique. Non, il y avait quelques liens quand même, mais c'était pas fondamentalement une crise climatique. On va voir dans le futur. Ça, je saurais pas prévoir notre réaction à une prochaine crise. Trop cool. Bah, en tout cas, on va s'arrêter là. Il est... Quelle heure ? Il est 21h10. On aura fait 1h40. On a tablé sur 1h30. Bon, on a eu une demi-heure de retard quand même. Je suis désolé pour tous les problèmes techniques. Je progresse. On progresse tranquillement sur ce stream. Ça prend du temps d'avoir tout bon. Voilà. N'hésitez pas à me dire si ce format vous va. Idéalement, l'idée c'est complètement une tautologie ce que je viens de dire. L'idée de ces streams, c'est une semaine sur deux, on fait du hacking en live, une semaine sur deux, on fait un interview. N'hésitez pas à me dire si le format de l'interview vous plaît, si vous voyez des choses avec LibreCast qu'on pourrait faire quand LibreCast marche. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous voudriez faire, notamment la semaine prochaine. Est-ce que vous voulez faire du live, du hacking sur Hack the Box, ce qui est plus... C'est du hacking un peu plus réaliste, mais c'est plus technique. Donc j'aurai sans doute la réponse à côté pour prendre du temps quand même sur l'aspect pédagogique. Il y a déjà des gens qui font pour l'aspect compétition, donc je vous invite à les regarder. Sinon, on peut reprendre Pico CTF comme on avait fait la semaine dernière quand j'avais galéré 2 heures sur un exo de cryptographie. On ne fera pas de cryptographie cette semaine, on fera peut-être autre chose, je pense. Donc on peut retourner sur CryptoCTF ou je peux essayer, ou je peux vous proposer de pentester, de vous montrer comment je fais un pentest sur LibreCast en live et vous montrer un peu quoi chercher. On fera sans aucun doute pas tout le pentest, mais on peut dérouler un peu qu'est-ce qu'on cherche sur un site web. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire dans le chat ce que vous avez envie de voir. Et à vous dire... Et à me dire ce que vous avez envie de voir sur les autres interviews. Demain, on fait du YOLO Space Hacker sur Qu'est-ce que tu geeks. Ah oui, alors n'hésitez pas à vous abonner, à aller suivre sur Twitch Qu'est-ce que tu geeks. Ils font un super travail de vulgarisation, de sensibilisation et voilà, sur de l'informatique plus générale. C'est pas forcément que la sécu, donc n'hésitez pas à aller voir. Je dis même pas ça parce que Tom est dans le chat. mais donc n'hésitez pas à aller les voir. Il y en a un super invité la semaine prochaine. Et oui, je serai sur Qu'est-ce que tu geeks la semaine prochaine pour parler d'open source et de sécu. Merci à tous. Ceux qui sont sur Twitch, je vais vous lancer un petit raid. Je vois qu'il y a monsieur Robin Isnard de Tout se comprend. Eh bien, je vais lui lancer un petit raid sur sa chaîne. Et à tous les autres, je vous dis bonne soirée. Et à très bientôt, et n'hésitez pas à suivre tout ce que vous pouvez suivre sur la chaîne d'Anatole, sur Qu'est-ce que tu geeks aussi. N'hésitez pas à vous abonner à toutes ces chaînes. Bonne soirée à vous, merci Anatole d'être venu. Bah merci, et bonne soirée à tous, c'était un plaisir. Merci pour l'invitation. Bonne soirée, et je coupe le stream.